Nous entrons dans une période mouvementée. Dans les jours et semaines à venir, la machine de propagande ukrainienne qui alimente les récits occidentaux va commencer à s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'elle a été privée de financement. Jusqu'à présent, elle recevait tout son argent des États-Unis. Mais ces fonds ont été gelés à cause d'un ordre de Trump. Résultat, la propagande va se désagréger. Son rôle était simple, façonner l'opinion publique américaine pour justifier l'envoi de milliards de dollars à l'Ukraine au détriment des besoins réels du peuple américain. C'est ce qui se passe en ce moment. Et ceux qui refusent d'y croire, tant pis. Je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que dans un mois, la carte sera différente et tous les changements seront en faveur de la Russie. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un nouveau chapitre dramatique de la crise ukrainienne, un chapitre qui ressemble à un pari désespéré du gouvernement Zelensky. Mais avant de commencer, souvenons-nous des paroles de Scott Ritter, ancien officier du renseignement du corps des marines et inspecteur des Nations Unies. Depuis des mois, il nous alerte. La situation en Ukraine est intenable, et cette nouvelle décision de Kiev ne fait que le confirmer. Alors, quelle est la grande nouvelle? Le président Zelensky vient d'annoncer une nouvelle proposition pour recruter des jeunes Ukrainiens dans l'armée. Une offre audacieuse et très tentante. Elle promet une admission automatique à l'université sans examen d'entrée, ainsi qu'une prime de 24 000 $ pour une seule année de service militaire. Plutôt alléchant, non? Eh bien, pas si vite. Il y a une petite condition qui change tout. Vous devez survivre un an entier dans les tranchées. Et pas n'importe lesquelles. Des tranchées pilonnées jour et nuit par les drones russes, les bombardements d'artillerie et les terrifiantes bombes FAB capables de rayer une position entière de la carte. Sur le papier, l'offre semble en or pour les jeunes de 18 à 25 ans. Un avenir assuré, une belle somme d'argent. Mais la vraie question est, combien survivront assez longtemps pour en profiter? Prenons un instant pour réfléchir. Imaginez un jeune Ukrainien, tout juste 18 ans. Il signe ce qui semble être une opportunité unique. Quelques jours plus tard, il se retrouve dans une tranchée glaciale près de Bakhmut. Autour de lui, le sol tremble sous les explosions. Les obus pleuvent. Il écoute, tétanisé, le sifflement des drones kamikazes russes qui fondent sur sa position. Son commandant lui crie de tenir la ligne, promettant que des renforts arrivent. Mais ils ne viendront jamais. La survie, elle n'est pas juste difficile. Elle est presque impossible. Même Zelensky l'a reconnu récemment. Les pertes ukrainiennes sont colossales. Et derrière ces chiffres, il y a des hommes, des jeunes, envoyés au front avec des promesses vides, celles d'un avenir qu'ils ne verront jamais. Alors, pourquoi le gouvernement en arrive-t-il à de telles extrémités? La réponse est simple. Quand votre population s'effondre et que vos victoires proclamées ne repoussent pas vraiment l'ennemi, il ne reste qu'une seule option, l'improvisation. Et c'est exactement ce que fait Kiev. Mais il ne s'agit plus seulement de nécessité militaire. Il s'agit aussi de gestion de l'image, de sauver les apparences, et surtout de maintenir l'aide financière occidentale à flot. Comme Scott Ritter l'a dit à plusieurs reprises, quand un gouvernement commence à enrôler des adolescents, c'est qu'il n'a plus d'autre choix. L'Ukraine ne se bat plus pour la victoire, elle se bat pour sa survie, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Pourtant, Kiev continue de marteler le même discours. Tout est sous contrôle, les pertes sont minimes, les Russes sont en déroute, la victoire est inévitable. Si c'est vrai. Alors pourquoi recruter des jeunes de 18 ans? Pourquoi offrir 24 000 $ pour un an de service? Pourquoi de telles incitations extrêmes? Quelque chose ne colle pas. Regardons les chiffres. Officiellement, l'Ukraine compte 40 millions d'habitants. Mais des estimations indépendantes avancent un tout autre chiffre, 25 millions à peine. Alors où sont passés les 15 millions manquants? Ce n'est pas juste une erreur d'arrondi, c'est un pays entier qui manque à l'appel. Si la population réelle de l'Ukraine est de 25 millions d'habitants et qu'elle a déjà perdu des dizaines de milliers de soldats au combat, où peut-elle bien trouver des remplaçants? Et voici le point crucial. Si les pertes ukrainiennes sont vraiment aussi faibles qu'ils le prétendent, pourquoi ciblent-ils désormais les adolescents? Pourquoi ne pas continuer à recruter des soldats plus âgés et expérimentés? Je vais te dire pourquoi. Ils n'ont plus d'option. Ce que nous voyons ici, c'est une tentative désespérée de dernière minute, une course effrénée pour combler les rangs avant que la situation ne devienne totalement ingérable. Réfléchis-y un instant. Il y a un an, ce même gouvernement a abaissé l'âge de la conscription à 25 ans. À l'époque, c'était présenté comme une mesure exceptionnelle, temporaire. Mais nous y revoilà.
Sauf que cette fois, ce sont des jeunes de 18 ans qui sont envoyés au front. Si cela ne déclenche pas une alarme, je ne sais pas ce qu'il fera. Car ce n'est plus seulement une question de défense nationale. C'est une question d'image. Une tentative de prouver au monde que l'Ukraine dispose encore de la main-d'œuvre nécessaire pour se battre. Mais combien de ces nouvelles recrues survivront réellement à leur premier déploiement? N'oublions pas non plus la pression exercée par les alliés occidentaux. Les États-Unis ont été clairs. L'Ukraine doit continuer à frapper fort les forces russes si elle veut maintenir l'aide militaire et financière. Plus l'Ukraine remplace rapidement ses pertes, mieux cela paraît à Washington. Mais voici la vérité dérangeante pour ces jeunes hommes pris au piège de ce système. Leur survie est loin d'être garantie. Certes, on leur promet 24 000 $ à la fin de leur service. Mais soyons honnêtes, la plupart ne reviendront pas vivants. Alors quelle est la prochaine étape? Une mobilisation générale? Un service militaire obligatoire pour tous? À ce stade, plus rien n'est exclu. Et plus la guerre s'éternise, plus les mesures deviendront extrêmes. Dans l'Est ukrainien, ceux qui résistent face à l'avancée des troupes russes accueillent avec difficulté le coup de pression récent de l'allié américain, alors que le pays s'apprête à entamer sa 4e année de guerre le 24 février prochain. Le président Donald Trump fait craindre que les États-Unis abandonnent l'Ukraine dans son combat. Les conséquences seront catastrophiques. Nous continuerons à perdre. Nous payons aujourd'hui un lourd tribut et il sera encore plus élevé. Regardons maintenant ce qui se cache réellement derrière cette stratégie. À première vue, cette politique semble être un effort légitime pour renforcer les forces de défense ukrainiennes. Mais en y regardant de plus près, on découvre une toute autre réalité. Et si ce n'était pas une tentative d'offrir un avenir aux jeunes Ukrainiens, mais plutôt un moyen cynique de réduire les coûts et d'éviter des engagements à long terme? Pensez, le gouvernement promet 24 000 $ et des études universitaires gratuites. Une offre trop belle pour être vraie, à une condition, survivre 1 an au front. Mais vu la situation actuelle, combien de ces jeunes soldats reviendront vivants pour réclamer leur dû? Très peu. Et c'est là que le véritable plan se dévoile. Imagine la scène. Un jeune de 18 ans à peine sorti du lycée, séduit par l'idée d'un salaire stable et d'un avenir assuré. Il s'engage, mais en quelques jours, il se retrouve projeté sur la ligne de front, avec un entraînement minimal. Autour de lui, des drones russes, des bombardements incessants, un froid glacial. La survie devient une lutte quotidienne. Et voici l'élément clé. S'il ne survit pas, l'État n'aura rien à lui verser. Pas de 24 000 $, pas d'études gratuites. Rien. C'est une stratégie parfaite pour le gouvernement. Chaque recrue qui ne revient pas permet d'économiser des milliers de dollars. Un véritable schéma pyramidal où seuls ceux au sommet en tirent des bénéfices, tandis que ceux qui prennent tous les risques sont sacrifiés. Et après la guerre, si l'entourage de Zelensky s'exile à l'étranger, qui sera là pour s'assurer que ses promesses seront tenues? Personne. Comme dans tout système pyramidal qui s'effondre, ceux qui restent se retrouvent avec des promesses brisées. Ce n'est pas une théorie farfelue. L'histoire regorge d'exemples de gouvernements qui ont fait miroiter des récompenses à leurs soldats avant de les trahir une fois le conflit terminé. Alors, que se passe-t-il vraiment ici? S'agit-il de défendre la nation ou simplement de gagner du temps pendant que le gouvernement cherche une porte de sortie? Car au final, ce sont ces jeunes recrues qui paient le prix le plus élevé. Changement de sujet. Aoendia 2025. Une confrontation historique. Passons maintenant à un tout autre sujet. Aoendia 2025. Un événement historique s'y est déroulé pour la première fois. Le Su-57 russe et le F-35 américain se sont retrouvés face à face sur une même piste. Mais voici la grande question. Pourquoi le F-35 n'a-t-il pas participé aux démonstrations acrobatiques? Le Su-57 a offert un spectacle époustouflant, enchaînant des manœuvres défiant les lois de la physique. Et le F-35? Il s'est contenté d'un simple passage en vol, sans fioriture, sans prouesse technique. Selon des sources russes, les Américains ont refusé la confrontation, ne voulant pas prendre le risque d'un face-à-face direct. Et honnêtement, peut-on les blâmer? Le F-35 est présenté comme le chasseur le plus avancé au monde, mais même certains pilotes américains ont critiqué son manque d'agilité. En 2019, un pilote de l'US Air Force a admis qu'il avait du mal à surpasser un simple F-16 lors d'un combat rapproché. Et il y a un autre problème. Chaque fois que le F-35 dépasse Mach 1,2, son revêtement furtif commence à se détériorer.
Oui, l'élément qui le rend invisible au radar se décolle s'il vole trop vite. Pas exactement la technologie de pointe attendue, n'est-ce pas? De son côté, le Su-57 est conçu pour la vitesse et l'agilité. Il peut voler à des vitesses supersoniques sans utiliser de post-combustion, ce que le F-35 est incapable de faire. Sa vitesse maximale, Mach 2. Son autonomie, plus de 3500 km. Bien sûr, le F-35 domine toujours le marché mondial, mais grâce à quoi? Aux pressions politiques américaines et aux alliances stratégiques. Si la compétition se jouait uniquement sur la performance et le prix, les résultats seraient bien différents. Là où India nous a montré une chose, dans le domaine des avions de chasse, la perception et la politique comptent autant que la performance. Car pendant que le F-35 reste la vitrine de la puissance aérienne occidentale, le Su-57, lui, continue de se faire une place sur la scène internationale. Sur l'échiquier mondial des ventes d'armement, chaque mouvement est stratégique. Les États-Unis imposent leur F-35 à coups de diplomatie agressive, tandis que la Russie, malgré les sanctions et la pression occidentale, persiste à promouvoir son Su-57. Alors, comment cette course aux armements va-t-elle évoluer? D'un côté, le F-35, vanté comme l'avenir du combat aérien, mais critiqué pour son coût exorbitant et sa maintenance complexe. De l'autre, le Su-57, une alternative plus abordable, dotée d'une excellente maniabilité et d'un rayon d'action supérieur. Les États-Unis n'hésitent pas à user de leur influence pour pousser leurs alliés à acheter le F-35, en leur promettant des technologies avancées et une intégration avec les forces de l'OTAN. Mais à quel prix? Le F-35 coûte plus de 100 millions de dollars par unité. Et ce n'est que le début. Son entretien est un cauchemar logistique et financier. Alors, au final, quelle option est réellement la meilleure? C'est une question que de nombreux pays devront bientôt trancher. Disons simplement que maintenir un F-35 opérationnel n'est pas donné. Il faut une petite armée de techniciens et un approvisionnement constant de pièces détachées, dont la plupart viennent avec une étiquette de prix assez salée. En revanche, le Su-57 propose une autre proposition de valeur. Il est moins cher à produire, plus simple à entretenir et conçu pour des scénarios de combat réels. Sa configuration à double réacteur lui offre une puissance supérieure et une redondance, tandis que ses capacités avancées en matière d'avionique et de guerre électronique lui permettent de rivaliser avec les meilleurs de l'Occident. Mais voici où ça devient intéressant. Tandis que le F-35 a été vendu à des dizaines de pays, de l'Israël à la Corée du Sud, le Su-57 de la Russie peine encore à trouver ses premiers clients internationaux. Des rumeurs ont circulé concernant des acheteurs potentiels. L'Algérie, l'Iran, voire la Corée du Nord ont été évoqués comme des candidats possibles. Chacun de ces pays a ses raisons d'améliorer ses forces aériennes, et chacun pourrait bénéficier des capacités du Su-57. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de performance. La politique joue un rôle majeur dans ces décisions. Les États-Unis ont à plusieurs reprises fait pression sur leurs alliés pour éviter l'achat d'armements russes, utilisant tout, des menaces économiques aux incitations diplomatiques. Et dans de nombreux cas, cela a fonctionné. Des pays qui comptaient autrefois sur la technologie militaire russe se tournent désormais vers des alternatives occidentales. Mais soyons honnêtes, si ce n'était qu'une question de chiffres, de performance, de coûts et de capacité, le Su-57 offrirait une vraie concurrence au F-35. Alors, quelle est la conclusion? La course mondiale aux armements ne concerne pas seulement les avions de chasse, mais aussi l'influence, les alliances et le contrôle. Et bien que les États-Unis aient l'avantage pour l'instant, la Russie ne se retire pas. Au final, cela pourrait dépendre de qui saura mieux jouer le long jeu. Je pense que certains ont encore l'espoir que nous ayons la paix, que nous trouvions une solution juste, que l'on continuera à défendre notre pays. Et bien sûr, c'est ça que nous voulons faire. Et ça, ce sont des choses qui nous aident à tenir. Mais pour ce qui est sur l'OTAN, l'administration, le gouvernement Biden et aujourd'hui le président Trump ont dit beaucoup de choses. Ils ont transmis beaucoup de messages par téléphone. Mon premier appel avec le président Biden, lors de cet appel, j'ai dit « mais est-ce qu'il faut qu'on soit dans l'OTAN ?» J'ai dit on verra. Et puis on a eu plus de réunions, on a abordé plus de questions. Mais honnêtement, les États-Unis ne nous ont jamais vus dans l'OTAN. Et ils en ont parlé, mais ce n'était jamais
une réalité pour eux. Ils ne nous veulent pas dans l'OTAN. C'est vrai. Il y a beaucoup de sénateurs, d'hommes politiques qui ont contribué à notre volonté de vouloir faire partie de l'OTAN, mais au niveau du chef d'État, du chef de gouvernement, il n'y a pas eu cette volonté-là. Je n'ai jamais eu de confirmation disant que nous serions membres de l'OTAN. Jamais. Donc ce n'est pas une question à poser au président M. Trump. C'est une politique qui existe, qui dit que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer cela. Puisqu'on voit aujourd'hui que l'OTAN en Europe est une organisation constituée de soldats forts, notamment en Ukraine. Nous ne faisons pas partie de l'OTAN, mais nous avons une armée forte qui peut renforcer l'OTAN partout. Et je pense que c'est dans notre intérêt à tous d'inclure l'Ukraine à l'OTAN. Cela va dans l'intérêt de l'Ukraine, mais de l'OTAN aussi. Et nous en avons parlé avec M. Biden, avec M. Trump. Et j'ai demandé à M. Trump, si ce n'est pas l'OTAN aujourd'hui, nous demanderons demain. Mais si on parle d'aujourd'hui, quelles sont les alternatives? Quelles sont les alternatives? Je ne sais pas. Si on n'a pas l'OTAN, alors on créera l'OTAN en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous augmenterons la taille de notre armée. Nous doublerons la taille de notre armée. Passons maintenant à l'Inde, ce géant militaire en pleine ascension qui pourrait faire pencher la balance dans cette compétition à fort enjeu. L'Inde a toujours été un acteur clé sur le marché mondial de l'armement, maintenant de solides liens avec la Russie et l'Occident. Mais avec l'AO India 2025 mettant en avant certains des avions de chasse les plus avancés au monde, la question est, quel choix fera l'Inde? N'oublions pas que l'Inde avait de grands projets avec la Russie pour le Su-57. Le programme conjoint d'avions de chasse de 5e génération, FGFA, visait à produire une version personnalisée du Su-57 pour l'armée de l'air indienne. Mais en 2018, l'Inde s'est retirée du projet, citant des retards et des préoccupations concernant le développement de l'avion. Ils ont alors concentré leurs efforts sur un projet national, le AMCA, Advanced Medium Combat Aircraft. Mais voici le problème. Le AMCA est encore dans ses premières étapes de développement. Réaliste, il pourrait falloir encore une décennie avant que le premier chasseur furtif indigène de l'Inde soit prêt pour le combat. En attendant, l'Inde a besoin d'une solution, et c'est là que le Su-57 pourrait revenir sur la table. Selon des rapports récents, la Russie a exprimé son intérêt pour raviver les discussions avec l'Inde concernant le Su-57. Cette fois, ils offrent des conditions plus flexibles, notamment la possibilité de production conjointe et de transfert de technologie, une offre qui pourrait être très attrayante pour l'industrie de défense en pleine croissance de l'Inde. La grande question est, l'Inde va-t-elle mordre à l'hameçon? D'un côté, le Su-57 est une plateforme éprouvée avec une véritable expérience en combat. De l'autre, l'Inde a déjà investi massivement dans la technologie occidentale, notamment avec sa flotte de Rafale de France. S'aligner trop étroitement avec la Russie pourrait compliquer les relations de l'Inde avec ses alliés occidentaux. Mais il y a un autre facteur à prendre en compte, le coût. Tandis que les jets occidentaux, comme le Rafale et le F-35, viennent avec des étiquettes de prix élevés et des coûts d'entretien à long terme importants, le Su-57 offre une option plus abordable pour un pays comme l'Inde, qui jongle avec de multiples priorités de défense. Cette accessibilité pourrait changer la donne. Et n'oublions pas que l'Inde a une longue histoire d'achat d'armement russe. Des tanks aux chasseurs, l'équipement russe est un pilier de l'armée indienne depuis des décennies. Le Su-57 pourrait-il être le prochain chapitre de cette histoire? Finalement, la décision de l'Inde ne porte pas seulement sur des avions de chasse. Il s'agira de stratégie, de partenariats et d'intérêts nationaux à long terme. Le monde regardera de près pour voir de quel côté l'Inde penchera, car son choix pourrait avoir un effet domino sur l'ensemble du marché mondial de l'armement. Voilà donc l'état des lieux. La chaîne de monde multipolaire rappelle qu'il y a de la place pour un monde multipolaire plus juste. Nous n'encourageons pas la violence et souhaitons vivement le retour de la paix. Merci de votre attention, abonnez-vous à ma chaîne
Mettez un like, notre Telegram sera bientôt disponible. Passez une bonne journée. Au revoir.